qui est décédé en 1992, mais je vous lis textuellement l'histoire telle qu'il l'a racontée. Le 30 novembre 1943, la résistance dauphinoise traverse depuis 5 jours déjà ses heures les plus sombres. Inexorablement, la terrible liste s'allonge. Qui demain? Gustou Ploxoli est venu de Grenoble me prévenir. Il faut partir tout de suite, ils ont les noms de tout le monde. Je dois quitter Visil ce jour-là pour me mettre au vert quelque temps du côté de Montélimar. Vers 13h30, j'entends une traction stoppée devant la petite librairie que je tiens, Grand Rue à Visil. Je veux rapidement vérifier ce qui se passe et j'emprunte l'allée sur laquelle donne ma cuisine. Au bout de l'allée, je me trouve nez à nez avec un homme en chapeau sombre, au visage brutal et grêlé, revolver en main. Le mien, un petit 6,35, est dans ma ceinture sous mon pullover. C'est bien ici, chez M. Ben. Cet homme ne me connaît pas, il aura du mal à lire mon nom, manuscrit sur une liste, car son nom de guerre était Reine, donc le B et le R confondus. Fuir, il pense immédiatement qu'il faut qu'il se sauve. Je le frappe sous l'avant-bras qui tient l'arme, ils sont en face à 1 mètre de distance. De bas en haut, dans un mouvement de défense instinctif, et je prends la fuite vers le fond de l'allée. Des balles sifflent dans ma direction. Je franchis les marches qui conduisent vers la cour arrière de l'immeuble et je réussis à gagner un escalier près de l'ancien café Martin vers la voûte. Tous ces lieux existent encore et vous pouvez aller sur place reconnaître l'endroit où ça s'est passé. Là, d'un fenêtron qui donne sur la rue Malpertuis, j'aperçois 5 ou 6 hommes armés de mitraillettes, probablement à ma recherche. Je prends alors conscience d'être blessé à la cuisse droite d'où le sang coule. Je ne peux rester là. Je pars vers le château de Paille, c'est un lieu dit de Visil qui monte un petit peu comme ça au sommet de la route. Au passage, Madame Marigot, dont le mari est prisonnier de guerre, m'interpelle et me fait entrer chez elle. Cette femme a vu simplement le libraire qui semblait blessé puisque le sang coulait de son pantalon. Elle ne pose pas de questions, me fait un premier pansement, me donne un pantalon, et le mien est entièrement taché de sang, et merveille une bicyclette pour assurer ma fuite. C'est ainsi que je réussis à rejoindre le chemin qui serpente à travers le plan, vers les travers, jusqu'à Volnavet-le-Bas, avec l'aide de Fred Martin et André Rousset. Alors voilà, je ne connais pas la résistance, qui sait simplement que la Gestapo est à la recherche de cet homme blessé. Et puis les noms de Fred Martin et André Rousset qui l'ont aidé probablement en l'accompagnant en bicyclette. Il était grièvement blessé et il pédalait quand même. J'arrive chez un cousin cultivateur, Adrien Perrin. 2 enfants jouent près du puits dans la cour de la ferme. Je crois que je leur demande d'appeler leur grand-père et je m'évanouis. J'ai su plus tard que Madame Marigot avait pu prévenir mon père et que ce dernier, devinant mon refuge, avait amené avec lui le docteur Paré de Visil. On le sait blessé, mais on ne sait pas ce qu'il a encore. Et la suite, vous allez voir dans quelles conditions on peut soigner un blessé sous l'occupation. Ma blessure lui semble grave. Il faut opérer d'urgence. Conduit par Fifi Pellerin, donc encore quelqu'un qui a rendu le service là, et sachant qu'il est recherché par toute la Gestapo. Le lendemain, on me transporte à bord d'un camion gaz au bois via Saint-Pierre-de-Mézage jusqu'à Lafray. Je fais prévenir la sœur de ma femme et par elle, Robert Manoël, responsable combat du secteur 5. À l'hôpital de la Mure, nous trouvons un médecin de la marine, échoué là, on ne sait trop pourquoi. Robert le presse de m'opérer sur le champ, mais la balle touchant le fémur est très mal placée et nécessite une extraction dans un bloc opératoire plus perfectionné. Robert va donc me ramener à Grenoble, où, à la clinique des Bains, Rutière, le docteur Sigaud peut enfin procéder à l'intervention. J'ai été admis à la clinique sous le nom de René Lagrange, toujours des faux noms partout, mais on ne peut néanmoins garder un blessé par balle bien longtemps. Lors de mon admission à l'hôpital de la Tronche, je m'appelle René Dussert.
Mais là encore, je ne dois connaître que quelques jours de répit. Les Allemands et la Gestapo traquent les résistants jusque dans les hôpitaux et les cliniques. Une ambulance me sortira bientôt de celui de la Tranche et à Saint-Georges-de-Comiers, on me transborde dans une fourgonnette, toujours sous la garde vigilante de mon ami Robert. Il doit être opéré depuis 48 heures. Il peut enfin me confier à Valbonnet, à l'hôtel David, aux bons soins du docteur Vallon, qui exercera plus tard à Vézille. Fin juin 1944, 7 mois plus tard, je pourrai rejoindre le maquis du secteur 1. Gargaro, que nous avons identifié peu après, c'est donc le nom d'un Waffen-SS qui était là pour tuer les résistants. Ils étaient venus à 5 ans. Pensait m'avoir touché mortellement depuis plusieurs balles. Lui-même et les occupants de l'attraction n'ont pas effectué de très longues recherches puisque je devais crever dans quelques coins. C'est exactement ça. C'est bien pour vérifier mon identité et tenter d'obtenir d'autres filières qu'ils ont alors emmené ma femme et ma mère à la Gestapo de Grenoble, où elles ont séjourné au 6e étage de l'immeuble tristement célèbre du 28 Courberia. Cet immeuble du 28 Courberia, maintenant, est au-dessus du centre commercial Castor. C'est là que la Gestapo sévissait, depuis les caves jusqu'au Grand Mur. Si vous situez un peu Grenoble, non? Pour ceux d'entre vous qui descendent. On les a interrogées sur mes activités. Elles ont affirmé tout ignorer, et jusqu'à ma survie, bien sûr. Dans leur cellule, 8 détenus, 4 hommes et 4 femmes, dont la veuve du docteur Carrier qui avait été abattue lundi 29 novembre à Saint-Marcelin, la veille de ce 30 novembre 1943 qui devait être celui de ma mort. Pour ma part, j'ai désormais vécu, et encore à l'instant où je trace ces lignes, un sursis dont je suis pleinement conscient. Voilà, je voulais vous parler.